Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo. De nouveau, on prend la DeLorean pour repartir dans une décennie magnifique de boxe, les années 90. Et pour ça, je suis accompagné du seul et de l'unique, de l'homme, d'une des voix qui nous a bercé pendant toute notre jeunesse boxe et qui a passé des nuits blanches avec nous. Je suis avec Christian Delcourt. Salut Christian! Salut Captain! Écoute Christian, c'est vraiment un honneur pour moi et pour ma communauté que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu discutes avec nous. C'est vraiment, on te remercie énormément. Je pense que ça va toucher au cœur beaucoup d'entre nous et ça nous fait énormément plaisir. Et qui mieux que toi pour reparler de cette décennie immense et de reparler avec toi de tes souvenirs uniques que tu as eus dans cette période magnifique de boxe en étant la voix de la boxe sur Canal+, à cette époque. Alors, Christian, on est vraiment... Même si quand on dit la voix, pour moi, la voix de la boxe, c'était Monsieur Jean-Claude Boutier. On est bien d'accord, Voilà, mais... c'était une voix commune. Voilà, oui, mais il fallait faire un bon duo, et pour ça, justement, tu parles tout de suite de Jean-Claude. Alors, euh, pour ceux qui connaissent ma vidéo 1994 TT dédiée à toi et Jean-Claude, malheureusement, entre-temps, Jean-Claude nous a quittés, et c'était une voix magnifique, comme tu le dis. Mais alors, dis-nous, quelle a été ta première rencontre avec Jean-Claude? La première rencontre avec Jean-Claude, déjà, je suis arrivé en 1989 à Canal+. J'avais un background, j'étais professeur de sport, j'ai enseigné pendant 5 ans, et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, attends, c'est pas ce que tu veux faire. J'avais fait beaucoup de football, j'avais failli même devenir footballeur professionnel Ah oui. dans la fin des années 70, début 80. J'étais allé en stage à Monaco, à Nantes, et vraiment, voilà, j'ai joué avec des Paganelli, Amoros, Rousset, enfin tous ces gens-là, voilà, ça faisait partie de ma génération et on avait été en équipe de France junior parce que j'ai un frère jumeau, et donc voilà, ça c'était notre passion, le football. Et ensuite, après le professorat d'éducation physique, on a dit attends stop, moi je veux rester au haut niveau, je veux faire du haut niveau dans le football notamment. J'ai commencé à prendre un petit Nagra, je suis allé au Parc des Princes, je me suis enregistré, j'ai fait des commentaires de matchs de foot au Parc des Princes avec le PSG, avec le Racing, et puis je suis rentré dans une radio libre, à l'époque des radios privées, Oui. en 85, et en 87, j'ai eu la chance, avec Jacques Vendroux, qui était le patron des sports de France Inter, de me faire rentrer à France Inter. Je jouais au foot d'ailleurs avec le Variété Club de France, je jouais avec Platini, avec Larquet, avec Giresse, avec beaucoup de gens, parce que c'était vraiment ma passion et mon premier sport. Et puis en 87, je suis rentré au service des sports pour un stage de 3 mois à France Inter et à France Info. Et j'ai fait d'ailleurs la première de France Info Sport un samedi 23 juin 1987. Voilà, donc ça a été lancé. J'étais dans le football et 20 puis après, c'est 23 Charles juin, Guétry. date d'anniversaire Oui. du Captain, hein. Donc c'est vraiment une très bonne date, ça. Très bonne Ah date. bon, voilà, c'est bien. Donc voilà, après France Inter, France Info, voilà, des piges, Le Parisien, etc. Et puis ensuite, Charles Guétry m'a proposé de rentrer dans son équipe et en 89, je suis rentré. À l'époque, on n'était pas beaucoup, on était 5 journalistes. Hein. Il y avait Philippe Doucet qui est toujours là, mais il y avait surtout mon ami regretté Thierry Gilardi, Pierre Sled. Et puis il y avait Jean-Philippe Lustig aussi qui était à la boxe au début. Voilà, on n'était pas beaucoup. Et puis donc en 89, j'ai commencé à travailler. On travaillait tous les jours parce on était très peu. J'étais beaucoup sur le football, sur beaucoup de sports. Et puis quand Jean-Philippe au début, milieu 90, est parti sur TF1 pour suivre l'aventure notamment avec Christophe Thiozot, etc. C'est là qu'on m'a demandé, que Charles m'a dit, écoute, je voudrais que tu t'essayes à la boxe, je pense que ça peut le faire. Et voilà comment j'ai effectué en fait ma rencontre avec Jean-Claude, que je connaissais depuis 89, mais c'est en novembre 90 qu'on a
travaillé ensemble pour la première fois et c'était un championnat du monde à Madrid avec Belbouli et c'était mon premier combat, mon premier championnat du monde de boxe. Oui. Alors, voilà. Et une association qui va franchement marquer les esprits de beaucoup d'entre nous au fer rouge, je le répète. Alors, Christian, si tu le veux bien, toi qui as traversé toute cette décennie au plus près des grands événements de boxe, véritablement au plus près, là c'est concret. Je vais te présenter quelques grandes affiches de boxe que tu as vécues au micro, mais aussi en étant sur les lieux mêmes. Et je sais bien, je crois que c'est pas ton premier voyage aux États-Unis avec Jean-Claude pour commenter. Je pense qu'il y avait certainement eu Holyfield Foreman avant à Atlantic City, mais j'ai envie de t'entendre. Oui, il y en a eu avant, après, ouais, il y en a eu d'autres. Ouais. Enfin, le tout premier, c'était en fait Thomas Hearns à Iron Barclay. Oh, d'accord. En 92. En 92, ok. Et ben donc on est dans l'année 92. On est le 13 novembre. Tu es à Las Vegas, peut-être ton premier voyage à Las Vegas, et il y en aura beaucoup. Et on va beaucoup en parler. On va en parler de Las Vegas, qui est un personnage dans ton parcours. C'est ce championnat du monde, Evander Holyfield contre Riddick Bowe, qui honnêtement est un des plus grands combats des lourds de l'histoire. Alors toi, avec Jean-Claude, quel est ton souvenir encore de cette soirée? Bah, le souvenir, déjà, quand on se retrouve avec un championnat du monde des poids lourds dans une enceinte phénoménale. À l'époque, c'est un championnat du monde unifié des poids lourds avec Evander Holyfield qu'on connaît bien sûr puisqu'il a été champion du monde des lourds légers incontesté et là il a décidé de monter et ça fait plusieurs combats donc qu'il fait donc chez les poids lourds. Il a battu notamment George Foreman. Il a battu aussi Buster Douglas. Et puis il se retrouve face à Riddick Bowe. Et Riddick Bowe, c'est un jeune boxeur qui est supérieur en taille, en poids. Il doit faire 10 cm, 10 kilos de plus que Holyfield. Et quand on voit les deux, on se dit, voilà, ça, avec Jean-Claude, ça va taper, ça va faire mal. Mais on se demande comment, effectivement, Holyfield peut tenir face à ce boxeur qu'on dit, à l'époque, c'est peut-être le futur Mohamed Ali. Ouais, un combat extraordinaire où Riddick Bowe peut-être dans sa boxe est aussi le plus complet dans sa boxe. Enfin, revoyez ça, c'est un summum, hein, c'est un chef-d'œuvre, ça ne prend pas une ride, c'est un combat éternel, mais pirate. Et tu es dans le Thomas & Mack Center de Las Vegas. Alors, faut expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que parfois les casinos, qui sont aussi les organisateurs des grands combats, n'ont parfois pas l'aréna dans leur bâtiment. Et donc, oui. L'aréna sportive, notamment de basketball universitaire, le Thomas & Mack Center, qui est très proche de l'aéroport, on le voit de l'aéroport, est souvent loué par les casinos. Là, c'était le Mirage qui faisait ce combat. L'ambiance dans ce Thomas & Mack Center, toi, l'ambiance, est-ce que ça... Parce que à travers les images, on sent que c'est prêt à exploser à certains coups. Bah c'est phénoménal tout simplement. Quand on l'a dit, voilà, c'est un championnat du monde des poids lourds, c'est un titre unifié. Et puis dès les premiers rounds, on voit qu'il y a un acharnement entre les deux hommes. Bah, il y en a aucun qui va vouloir lâcher l'affaire. Oui. Et on connaît Holyfield avec sa stature un peu bodybuildée, les muscles hypertrophiés. Holyfield, on se dit il peut se faire dévisser la tête par les crochets de Riddick Bowe parce qu'à l'époque Riddick Bowe, on se dit même s'il n'a pas une condition athlétique et une résistance hors norme, on se dit voilà, c'est un boxeur qui a quand même du talent, même si on le trouve un petit peu en dilettante. On est allé le voir et puis j'aurais quelques anecdotes à raconter sur Riddick Bowe. Anecdote sur son entraînement, voilà, il est un peu nonchalant. Et, on va reparler de on se dit mais comment ça va se terminer?
mais c'est un combat et c'est une ambiance mais hallucinante, surtout dans la 10e reprise. Voilà. Un des rounds de légende. On parle souvent des rounds de légende, et celui-là, Ouais. le 10e round. Moi, je pense que ce round, en tant que spectateur, en tant que jeune spectateur, donc j'ai été doublement, je pense, marqué entre. Voilà, ce round, c'est ce qui me fait basculer. C'est ce qui me fait basculer complètement Oui, dans ce que oui, j'appelle moi, cette religion de la boxe. Ça me fait complètement basculer. Et je tiens à le redire, je l'ai déjà dit dans des vidéos, les vidéos 94, et mes pirates le savent, mais en termes de, encore une fois en tant que spectateur, en termes de commentateur et de moments vécus, je trouve que toi et Jean-Claude, à ce moment-là, ce oui. 10e round, vous êtes les deux qui faites vivre ce round comme personne d'autre. J'ai eu l'occasion de voir ce combat avec, avec les commentateurs d'HBO. Et ben écoutez, vous êtes dans le moment, et j'ai l'impression que c'est ce moment-là pour vous, pour votre duo au micro, pour ces grandes soirées à Las Vegas, c'est ce round-là qui vous, mais vous trouvez votre symbiose. Ouais. Avec mon Je crois regard que extérieur. c'est bien ce que tu dis, Captain, quand tu parles de symbiose. Je pense que ça a créé vraiment Oui. notre duo. C'est le premier vraiment très très grand combat, très grand championnat du monde. C'est en plus à Las Vegas, comme tu l'as dit, au Thomasen Mack Center, qui est plein à craquer. On est arrivé là-bas, il faisait froid dans dehors. Enfin, c'était un petit peu irréel. On se disait, on est à Las Vegas, et c'est vrai que ce jour-là, il fait froid, et là, ça nous réchauffe, mais complètement. Et on a deux rounds, enfin un 10e round, et puis après les deux derniers, le 11e, le 12e, qui sont complètement hallucinants. Quand on dit que le 10e round est considéré pour beaucoup de spécialistes comme le ou l'un des plus grands rounds de l'histoire pugilistique, c'est vrai. Et alors, anecdote, on a commenté 2 fois debout dans notre carrière. La première fois, c'était là, dans ce 10e round, on était debout sur les chaises avec Jean-Claude. Ouais. On s'était mis, et tous nos copains journalistes étaient là, mais on savait plus où on était. La deuxième fois, on a commenté debout, c'est quand Khalid Railou l'a emporté face à Frankie Randall en février 97, et qu'il est devenu champion du monde. On était debout sur les chaises. Mais ce round-là, entre Holyfield et Riddick Bowe, Ouais. c'est quelque chose d'hallucinant. Les deux boxeurs qui se sont échangés plus de 100 coups sans faiblir, et c'est à toi, à moi, et on pense que Holyfield, il va tomber, et il revient. Enfin, c'est un truc de fou, un truc de fou. Un truc de fou, je te comprends. Et vous l'avez fait passer. Vous avez vraiment fait passer. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens. Et toi, et ta voix qui fait Holyfield qui peut pas tomber. Je m'en souviendrai toujours, toujours. Et vous avez vraiment marqué le moment franchement, comme personne ce soir. Alors, anecdote aussi, parce que ça se passe du côté des journalistes. Dans les soirées, il y a toujours cette rangée des tables de journalistes quand tu as les accréditations. Tu le sais très bien. Et il se passe quelque chose après le combat, dans les interviews d'après-combat, au Riddick Bowe et au micro de HBO. Et il va se passer une sorte pas d'empoignade, mais de duel avec Lennox Lewis. Est-ce que tu l'as vu, ça? Ah non, je me souviens que Lennox Lewis, à l'époque, voilà, il veut se faire connaître, il veut défier du monde, etc. Mais sincèrement, je me souviens. Ouais. Alors les images existent. Alors je laisse le capitaine nous rappeler tout ça. Bah, les images existent en fait. Lewis était avec les commentateurs d'HBO, et donc il y avait une haine profonde entre Bowe et Lewis à cause de ce qui s'était passé à Séoul en 88. Et il y a un échange, et malheureusement il n'y a jamais eu de combat. C'est peut-être le plus grand regret qu'on peut avoir peut-être dans l'histoire de la boxe, surtout chez les poids lourds, c'est qu'il n'y ait jamais eu Riddick Bowe et Lennox Lewis à peu près à cette période-là. Mais juste pour l'anecdote, on va très vite parce qu'on ne peut pas parler de tous les combats que tu as fait. Je crois bien que tu as fait le voyage à Cardiff pour Lewis contre Bruno l'année suivante. Oui. Est-ce qu'il y a une anecdote qui sort de ça, parce que Cardiff en octobre, il paraît qu'il faisait extrêmement froid dans ce stade de rugby. Ça t'a évoqué un souvenir ou pas? Oui, non. Le froid, c'est surtout que c'est Bruno qui était sorti, je sais pas, pratiquement 45 minutes après.
Il me semble que c'est ça. Est-ce que c'est pas pour un autre combat, Bruno McCall, où il y avait un gros problème? Ah, Bruno McCall, oui, pardon, oui. Non, c'est C'est oui, ça. je confonds Bruno McCall, oui, parce que Moi, Bruno McCall, j'ai une grosse voilà, anecdote là-dessus. Faut que je vais on t'en l'avait parler. attendu, oui, parce que justement, c'était pour ça, parce que juste après, effectivement, puisqu'on commentait, c'était en Europe. Le combat vers 10h, 11h du soir, et que juste après, ben, nous, on devait lancer le film X de Canal, et on est là avec Jean-Claude, et on se disait, et la régie qui nous dit, bah, il faut y aller, nous, on peut pas les faire rentrer. Et en fait, le film X, c'était à minuit, c'était un horaire, et en régie, on nous poussait, et on avait eu cette entrée relativement tardive, mais c'est vrai, c'était pas Lewis Bruno, c'était Lewis McCall. Mais voilà, enfin, Oui, non, oui, pas c'était ça, de, c'était ça. En fait, Oliver McCall, finalement, tu sais, aujourd'hui, on en parle beaucoup des problèmes de santé mentale. Et Oliver ouais, McCall avait fait complètement, en fait, était en pleine dépression déjà à cette époque-là. Il voulait pas boxer. Il a ouais, été poussé par Donkey. En fait, il voulait rester dans les vestiaires. C'est ça l'histoire. On savait pas. Et tout le monde a attendu, tout le voilà, monde a attendu. Et donc, tout le monde a attendu pour le film du ouais. soir. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais jeune, mais je faisais un petit business de cassettes vidéo dans ma classe. Et bah, justement là j'ai eu des gros soucis parce que le film ne venait pas et bref c'est pour ça que je m'en souviendrai toujours de ça. Enfin ça c'est la petite anecdote marrante Et mais voilà. alors une autre anecdote qui est marrante et qui est vraie, donc c'est bon ce combat contre Oli, Lennox Lewis qui perd donc par KO contre McCall. Enfin, je sais plus si c'est dans la Oui, première ou la deuxième reprise. deuxième reprise. Euh, Deuxième reprise, hein. C'est ça, Oui. deuxième reprise. Et par contre, il y a une anecdote. Une fois, on est dans le même hôtel que Oliver McCall, et je me souviens, Oliver McCall est dans la réception, et on arrive à un moment, et il est au téléphone, et il est en train de faire And the new heavyweight champion of the world, Oliver McCall. On Qu'est-ce entend qui ça, et il est là au téléphone. Je vais le voir, je vois son entourage, je demande à qui il s'adresse. Eh ben, il s'adressait à Mike Tyson dans sa cellule. À Mike Tyson ah, dans sa cellule. waouh And the waouh new heavyweight champion of the world. Ah, waouh. ça c'est un truc. C'est une anecdote. Je savais pas qu'on allait parler de ça, mais ça fait partie, voilà, des petites anecdotes qui ont marqué nos voyages à Las Ouais, Vegas. bah tu vois. Et là, c'était pas Las Vegas, c'était en Angleterre. Là, c'était en Angleterre, Voilà. mais waouh, bah merci énormément, merci. Alors, je suis sûr que tu vas nous donner encore plein des anecdotes. Bon, alors pour Macol et Bruno, et d'ailleurs peut-être cette anecdote-là t'a permis quand tu y allais en avril, le 8 avril 95 au Caesar Palace, quand Oliver McCall défend son titre contre Larry Holmes, ça t'a peut-être permis d'avoir un meilleur rapport avec lui pour avoir des interviews. Il se souvenait de cette Oui, anecdote? ah, toujours, je pense que bon, alors déjà, j'ai toujours dit que Jean-Claude c'était notre passeport, c'était le passeport de la vie, c'était un grand monsieur, c'était mon ami, et puis c'était le passeport Canal, c'était le passeport pugilistique. Et à chaque fois qu'on allait n'importe où, alors surtout aux États-Unis, les gens connaissaient Jean-Claude Boutier. Et ils disaient, c'était pas Jean-Claude Boutier, c'était Boutier. Ah, Jean-Claude Boutier. Quand Ça, on passait à la douane avec les passeports, c'était Boutier, B-O-U-T-T-I-R, comme il se surnommait. Et en fait, les boxeurs, quand on essayait toujours d'avoir des interviews, et moi c'était mon boulot d'aller chercher des interviews. Je vais dire que avec Canal+, j'avais une équipe, un caméraman et un ingénieur du son qui m'ont été fidèles pendant peut-être une quinzaine d'années, qui étaient avec moi là-bas, et ils adoraient travailler avec un Français, parce que on y viendra un petit peu plus tard, mais quand Tyson est revenu à la boxe, voilà, il y avait des gardes du corps partout, mais l'objectif c'était de réussir à se faufiler et puis d'arriver et puis d'avoir l'interview, le one-to-one. Donc ça, je pense qu'au fur et à mesure de notre conversation de ces années 90, il va y en avoir quelques-unes. voilà. Mais franchement, oui, on a eu de très bons rapports avec pratiquement tous les boxeurs. Et c'est bien que tu répètes la stature et comment était considéré Jean-Claude par les Américains eux-mêmes. Et ne Ah ouais, crois-tu pas que c'est un peu dommage et qu'il faudrait faire un peu de lobbying, nous Français, notamment au Hall of Fame. Je pense que Jean-Claude Boutier a sa place
au Hall of Fame de boxe. Voilà. Ben oui, mais c'est lui en fait qui a fait signer la grande aventure Canal. Elle a commencé avec lui et avec Charles Guetry, bien sûr, quand ils ont signé avec Bob Arum le contrat pour faire diffuser les grands championnats, les Ernst, les Hagler, les Léonard sur Canal. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on allait là-bas, on était invité avec Bob Arum après les combats. On pouvait se retrouver dans sa grande maison ou avec faire des dîners. On s'est retrouvé un jour à un dîner après combat avec Jack Nicholson, avec d'autres stars. On était privilégiés. Il n'y avait pas d'autres commentateurs allemands ou anglais, etc. On était nous les deux petits Frenchies. Parce que voilà, on a réussi à faire des choses et quand on reparlera de Riddick Bowe, on a fait des interviews, on a fait des reportages qui ont même marqué ces gens-là, qui ont même marqué Tyson. Et ça, on va avoir l'occasion d'en discuter. Tout à fait, Christian. Alors, je passe sur la revanche. On a parlé de Holyfield Bowe number 1. Là, il faut parler de Bowe Holyfield le 2. Parce que là, je crois que ça a été malheureusement, il y a eu un problème de contrat et ça n'a pas été diffusé. Exactement. Et celui-là, si tu me demandais de le commenter, on l'a, voilà, c'était des problèmes à l'époque, voilà, c'est un des combats qu'on n'a pas vu, mais qu'on a suivi après à la télé, et puis avec cette image inoubliable. d'un type qui descend du ciel en parachute et qui atterrit comme dans la grande vadrouille, quoi. Il est pris sur la structure du ring et il se retrouve là tombé au milieu dans le clan de Riddick Bowe et ça engendre une grosse bagarre. À l'époque, je crois me souvenir que la femme de Riddick Bowe elle doit être enceinte et le clan a pas du tout aimé le tout clan, ça. la team, comme on dit, boum boum. Ouais. Ah oui, ça part dans tous les sens. Ouais, mais ce combat-là, effectivement, on l'a pas fait, on n'était pas là-bas en direct. Voilà. On a eu la chance avec Jean-Claude, et moi j'ai eu la chance de faire en fait 80 voyages à Las Vegas. Tu connais bien la ville. Autant de championnats du monde, etc. 80. Alors quand on multiplie par 5, 6, 7 jours à chaque fois, parce qu'on y allait avant, reportage, etc., ça fait presque 1 an et demi de ma vie passée à Las Vegas avec Jean-Claude et avec la boxe. Alors, dis-nous, donne-nous ton top 5 des hôtels de Las Vegas. Allez, top 5 des hôtels de Las Vegas, oula, c'est le premier pour l'avoir fait, c'était le tout premier. Alors quand on découvre Las Vegas, le Caesars Palace, c'était mythique. Puis c'est le premier où on a fait Thomas Ernst contre Iron Barclay, pas dans le pavillon, dans le Caesars pavillon à l'époque. Mais le César, voilà, pour tout ce que ça engendre, c'est quand même pas mal. Le Mirage est sympa aussi. Le MGM Las Vegas, pour tout ce qu'on y a fait et les grandes réunions, voilà. Avec Jean-Claude, on descendait souvent. Alors c'était pas un hôtel où il y avait de la boxe, mais on allait au Rio parce qu'on avait au Rio, c'était de l'autre côté, c'était pas sur le strip, mais de l'autre côté du strip. Et en fait, on y allait parce qu'on avait un ami français qui était directeur du Rio et on était là-bas, on était bien, voilà, rien à voir avec la boxe. Et puis après, du style du Flamingo Hilton, mais je pourrais tous les citer, quoi. Ouais. Non, puis t'as été dans une période où il y a des hôtels qui se sont construits aussi. T'as vu l'avènement du MGM, t'as vu l'avènement du Mandalay Bay aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc là, c'est peut-être un petit regret sportivement de pas avoir eu la trilogie complète, parce qu'on va parler du troisième combat après. Voilà. Oui. Alors là, maintenant, j'ai envie de parler d'une soirée qui, franchement, à mes yeux, en tant que fan, en tant que spectateur, et je pense que mes pirates sont d'accord avec moi, je crois que c'est ta soirée. Je crois que c'est la soirée où moi, à mes yeux, tu prends toute ton ampleur en termes au micro. Je sais pas de quoi tu vas parler. Et ben, c'est cette soirée-là. Julio César Chavez, on est en janvier 94, j'en ai parlé dans ma vidéo 1994. Chavez contre Frankie Randall. Écoute, pour moi, cette soirée sera toujours avec ta voix. Toujours avec ta voix, c'est incroyable. Tu vis le truc, même l'annonce des scorecards et tout, tu nous as électrisé la soirée.
Tu nous as électrisé la nuit, c'était la folie. Alors j'ai l'impression que, vu l'intensité dans laquelle t'étais, c'est une soirée inoubliable aussi pour toi. Oui, c'était début en janvier 94. Ouais. MGM, c'est l'inauguration, en fait, si je me souviens bien, c'est l'inauguration de la boxe, des grandes soirées de boxe. C'est la première championnat du monde de boxe à Las Vegas. Et il y avait eu un hymne d'une chanteuse je me rappelle plus, une grande chanteuse américaine, j'ai oublié le nom, mais c'était vraiment voilà le début des années Don King aussi. Pourquoi on est électrisé alors déjà c'est la première au MGM, on est là, c'est un hôtel avec 5000 chambres, c'est un truc de fou. Quoi. Quand on passe pour aller de notre chambre jusqu'à la salle, on est obligé de passer à travers les machines à sous. Tiens, anecdote, puisqu'il faut des anecdotes pour tous nos gens qui nous suivent. C'est là que on s'est retrouvé un jour en allant à la salle, croiser Oscar de la Hoya. C'est de là qu'on a eu aussi d'excellentes relations avec Oscar de la Hoya, qu'on connaissait déjà depuis. Et en fait, il était là avec un de ses frères, un ami. On était avec Jean-Claude et Jean-Michel Rouet, le journaliste de l'équipe qui a suivi aussi toute cette décennie de boxe. Et en fait, on s'est retrouvés tous les trois en face. On dit, il y avait des motos, là-bas il y a plein d'artifices. Et en fait, on s'est retrouvés à trois contre trois à faire des courses de moto avec Oscar de la Hoya. Et vous savez, les courses de moto où on est là avec les écrans, etc. Et voilà, ce sont des moments comme ça qui sont super parce que c'est ce qui nous a créé du lien. C'est comme ça qu'on a pu faire venir ensuite Oscar de la Hoya au Gant d'Or, comme ça qu'on a eu des interviews. Les gens nous ont trouvés voilà très proches. Et puis Jean-Claude avait toujours ce lien. Ouais. Donc en fait, mais vas-y, on va en parler d'Oscar. On va vraiment parler parce qu'on va en parler longuement. Mais avoir vu un des plus grands upsets de l'histoire. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Tu m'as fait comprendre. Moi, je me répète, j'étais jeune à l'époque. J'avais 13 ans. Mais tu m'as fait comprendre. 13 ans, d'accord, ok, oui. Tu m'as fait comprendre ce qui se passait là. Tu m'as véritablement fait comprendre ce qui se passait. Et ben, ce Frankie Randall qui gagne, ça fait quoi? Chavez, alors Chavez, c'est une idole. Quand on va là-bas à Las Vegas, qu'il y a déjà les moments de la pesée, etc., avec tous ces Mexicains, à chaque fois, il y a 7-8 000 personnes qui sont déjà dans le MGM, dans la salle pour la pesée, parce et c'est tout simplement aussi parce qu'ils coupent, quoi. Ils font quoi, un tiers de la salle pour faire la pesée. Alors déjà, Chavez, avec tous la frange mexicaine, c'est une idole. À l'époque, il est invaincu. Il doit disputer, je sais pas, dans les 90 combats. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Il est invaincu et face à lui, on a ce type qu'on appelle le chirurgien, le surgeon. Et en fait, on s'attend absolument pas à ça. Même si on se dit Chavez. Voilà, il n'a pas passé son temps, mais il s'entraîne moins bien. Il s'entraîne beaucoup mieux à la cerveza parce que la masse cerveza, ça, il est champion du monde. Mais Chavez, il nous a fait vibrer toutes les années 80. En 93, on était au stadium Aztec de Mexico. On avait 136 000 personnes. On était là tout petit. Je me rappelle, ma femme était venue aussi. Je l'ai dit, on était allé 8 heures avant le début du combat. Pour être là, pour être bien au centre. Donc Chavez qui arrive là, on se dit, voilà, il peut pas y avoir pas y avoir de soucis. Et puis finalement, c'est vrai que c'était une énorme surprise, Ouais, énorme surprise qui en façon qui va marquer la décennie, ça c'est clair, et qui va engendrer pour le Cinco de Mayo qui arrive quelques mois plus tard, qui va engendrer une énorme soirée boxe. Où vous étiez, voilà, la soirée des revanches. Et là, c'était quand même le seul bon côté qu'on peut dire de Don King, c'était d'avoir ce nez pour créer des soirées événements. Ce qui manque terriblement maintenant, où t'as 4-5 championnats du monde qui ont une importance
et qui font que ta nuit reste inoubliable. Mais là, je me répète encore, Chavez, et donc la revanche Chavez, Randall en main event, Ouais. mais il y avait Azuma Nelson, Julian Jackson Ouais. contre McClelland et Terry Ouf. Norris. C'était dinguissime. Alors, là, tu viens de parler de Julian Jackson contre Gerald McClellan. C'est pour moi, ça reste l'un des plus grands combats qu'on ait pu commenter. Wow. Gerald McClellan, à l'époque, on dit c'est un puncher, enfin le puncher des îles Vierges, c'est bien sûr Julian Jackson, mais Gerald McClellan, c'est un jeune. Et là, on a, je sais plus, ma mémoire me fait peut-être défaut, je sais plus si c'est 3 ou 5 rounds, mais pas plus, voilà, de folie. Et on entend, on est au 3e rang avec Jean-Claude et on entend. Et ça, c'est des coups, c'est des trucs qui sont mais hallucinants. Et ça tape, et ça tape. Et quand on voit, on est surpris quand même de voir Julian Jackson dans les cordes, etc. Voilà, avec donc la victoire de Gerald McClellan, qui malheureusement, un petit peu plus tard, quelques années plus tard, même quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, peut-être, oui. Je crois, c'est face à Nigel Benn, non? Ouais. Février 95, face à Nigel Benn. Ouais, ouais. Bon, voilà, c'est la boxe. Mais pour revenir à cette soirée, là, les Revenge, ça, c'était Don King. C'était tout ce qu'il pouvait proposer. Et à chaque fois qu'il nous voyait, et il était là, et on amenait le micro, et c'était Vive la France, vive la France, vive la France. Ce Don King nous a fait passer une décennie extraordinaire. Ouais. Ah, c'était un affabulateur, c'était un arnaqueur, c'était tout ce que vous voulez. Mais par contre, il vous a proposé vraiment des belles réunions. Et il avait compris, là. C'était l'époque où Tyson était en prison, il n'avait pas Holyfield, il n'avait pas. Donc, lui, pour faire en sorte de faire marcher son boxing business, eh bien, il se mettait 2, 3, 4, 5 championnats du monde, et puis c'était comme ça. Et il mettait même combat avec des filles. Ouais, Christy Martin. Ouais. Voilà, et avec Christy Martin, alors tiens, j'ai une belle anecdote avec Christy Martin. Donc c'était son mari qui l'entraînait, et bon, c'était à l'époque où bon, Jean-Claude voyait pas ça d'un très bon œil, ouais. Et à chaque fois qu'on avait ce combat-là, donc il y avait Christy Martin chez Don King, il y avait Mia, je sais plus comment, chez Bob Arum à chaque fois, et là. Un jour, on entend, voilà, le championnat du monde de Christy Martin va commencer, et j'entends Christian. Alors, Jean-Claude est parti fumer sa cigarette, parce que à l'époque, on peut encore fumer dans la salle, et de l'autre côté, j'entends Christian. Et là, je vois Patrick Bruel, qui est au bord enfin, bloqué, et qui il se demande si on peut pas avoir une place pour lui, etc. Et il est là-haut. Alors, Patrick Bruel, on le connaît parce qu'on a fait les Jeux Olympiques quand on fait à Toulouse avec lui. Ouais. Donc, là, on se débrouille avec mon assistant, etc. On magouille. Jean-Claude va lui filer la crête, et puis Patrick Bruel se retrouve à côté. Et là, au moment de commencer le championnat du monde de Christy Martin, mais bon, voilà, on est avec un invité, avec Patrick Bruel, et Jean-Claude est plus là. Jean-Claude est reparti, et il veut pas commenter. Il veut pas commenter. Il me laisse. Et Patrick dit, c'est Jean-Claude, on va y aller. Et alors là, commenter. Un truc de fou. Mais voilà, quoi, c'est des petites anecdotes comme celle-là. Mais pour revenir à Don King et à ses revenge, de rematch, ça, il avait tout compris. Il avait tout compris, et il y avait cet esprit de, justement, comme tu dis, comme il devait compenser parce qu'il n'avait pas les noms poids lourds, Holyfield, comme il devait compenser, donc il surchargeait les cartes, et nous, on a été éduqués avec ça. C'est pour ça, et j'en parlais dans une de mes libres antennes là, cette semaine, la déception à chaque fois de voir les sous-cartes en ce moment des pay-per-view qui sont loin d'être à l'image de ce qu'on a eu dans les années 90. C'était justement... Mais par contre, après, c'était long, et pour nous, c'était usant. 3 heures, 4 heures. 4 heures de commentaires. On passait, mais Christian, c'est ouf. Ouais, c'est très dur. Quand on repartait dans les travées du MGM, etc., on avait la tête, on avait juste une envie, c'était s'asseoir, manger une bonne viande, prendre une bonne bouteille de rouge,
et Ouais. puis terminé. Et se calmer, c'est difficile de redevenir calme à Las Vegas en plus. Mais, mais pour notre plus grand bonheur, vous avez souffert, mais nous, c'était la nuit entière qu'on était en kiff, comme on dit. Voilà. Alors, Donc, est-ce que, Captain, tu prenais le café quand Jean-Claude le disait souvent? Ah, c'est pas le moment d'aller prendre le café, là? ben je buvais même pas de café à l'époque, tu sais. Ah. J'étais avec mes jus d'orange et tout ça et tout. J'étais comme un fou. Mais bon, voilà. Alors, avec Don King, comme tu disais, il y avait en fait cet esprit un peu Super Bowl de boxe. Il y avait des soirées Ouais, presque, tu vois, Super Bowl. Et on va aller sur la soirée. En fait, certainement la soirée qui marque la décennie par son ampleur, par son importance, alors que sportivement, elle est plus discutable, mais peu importe. Ça dépassait la boxe, c'était même culturel, c'était social. On va y aller tout de suite. Tu vas voir ça sur ton écran, Christian. ouais. He's back. On est le, Ah! on est le He's 19 back, août 95. he's Ça a back, été, ouais, back, he's back, he's back. Ah, elle est là, si on voit. He's back, ouais, back, Saturday, August 19. yeah. On était au Rodé, quatrième rang. Quatrième rang. Ouais, ah, Écoute, c'était fantastique. Ah, ouais. he's back. Mais moi, Pour... en plus, vous avez, tu vois que je m'en souviens, vous avez fait sur Canal+, vous nous faisiez tous les jours, vous nous faisiez des capsules à Ah oui, 19 oui, heures, je crois, pour exactement, oui. annoncer, Ouais. pour te dire, hein, ça fait 25 ans, c'est que c'est frais dans ma mémoire. Et Ouais. pour arriver sur ce moment, encore une fois, longue attente, parce qu'il y a que des combats, tout ça, mais je crois que c'est peut-être l'entrée sur le ring la plus importante de l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors ce jour-là, c'est pas moi qui ai commenté Tyson McNeely, j'ai fait le reste de Ouais. C'était Charles Bietri. de la carte. C'est Charles qui était là parce que c'était grand événement et donc Charles qui était un amateur de boxe et qui voilà était venu et avait fait donc le commentaire avec Jean-Claude et moi j'avais fait énormément de reportages. Et s'il y a une chose qui m'avait marqué pour ce retour de Mike Tyson, c'était justement le nombre insensé de caméras. J'avais compté à l'époque, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué, il y avait 75 caméras qui étaient là pour la conférence de presse, etc. Et c'est ce que je disais à mon caméraman à l'époque, je lui dis écoute, il y a une ligne jaune, nous, on travaille pas comme ça, moi je travaille pas comme ça en France. Je veux être au premier poste, etc. Et il me dit non, non, mais il avait l'habitude de mettre sa caméra sur le pied. Et je dis non, non, hop, tu enlèves et tu viens. Et là, je me rappelle très bien de cette conférence de presse, Tyson McNeely, et on se faufile, on arrive juste en dessous de Mike Tyson qui est là à la table, et le caméraman, et Mike Tyson qui nous regarde comme ça, et mon caméraman, il transpire. Il dit, on n'a pas le droit de faire ça. Je dis, mais je te promets, Captain, on est le seul, on est les seuls ici. Et je l'ai toujours poussé à faire ça pour avoir qu'on ait plus. Et là, Tyson commence à nous regarder là, et là il fait. Et on se dit, Oh oh. là là. Et je sais que Tyson a repéré le petit blond que je suis toujours, mais le petit blond de l'époque, et mon caméraman aussi. Et c'est ce qui nous aura permis d'avoir d'autres interviews et de faire pas mal d'autres choses avec Mike Tyson. Mais ce He's back, quand tu dis, voilà, cette entrée, etc., en fait, on en avait parlé avec Jean-Claude parce que du coup, Charles qui revenait pour ce combat-là, il avait parlé pratiquement depuis l'entrée il avait parlé pendant 10 minutes. Et Jean-Claude avait eu très peu de place pour se mettre, tellement Charles était excité, etc. Et à la fin, pourquoi? Pour un combat qui, ça s'est gravé dans les mémoires, est resté 89 secondes. Ça a duré 89 secondes. Et effectivement, mais Mike Tyson était back. Voilà. Et on dépassait le cadre du sport. Oui. C'était pour les plus jeunes qui me regardent, faut comprendre que Tyson était une figure culturelle. Oui, Il y oui. avait Michael Jordan, il y avait Mike Tyson et il y avait le pape, tu vois. C'était à peu près ça. Et, euh, et c'est
comment dire, c'est une soirée qui restera dans ta mémoire pour l'importance. Ouais. Ah oui, Bon, oui, le oui, Tyson, regarde, énorme. c'est une photo au moment où il est annoncé par Jimmy Lennon. J'ai jamais vu le Ouais. Tyson aussi dessiné que ça, hein, Ah oui, que oui, ce oui, non, soir-là. non, là, il Il était était, je vais pas dire dans la forme de sa vie, mais voilà, il en ouais, voulait, c'était terrible. Et même si, quand on regarde son combat, bon, techniquement, voilà, c'était à l'emporte-pièce, mais bon, bah, à cause de voilà, l'adversaire aussi, surtout. Aussi à cause de l'adversaire. oui, 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 Aussi, oui. c'est pas un combat qui est ça. Alors, Mais c'est vrai que voilà, on peut pas oublier ça dans cette année 90. Eastback, c'est le début parce que c'est le début de c'est Tyson et puis Tyson, on l'attend, on l'attend dans des grands combats, on voilà. l'attend redevenir champion du monde. Voilà, oui, il y a cette attente. Voilà, 95, une grande année de boxe. On va en Oui, reparler sur la page Mes Pirates. Bientôt, je vous prépare un truc énorme. Bref, petite anecdote qui arrivera bien plus tard. Mais oui, connais-tu, par rapport à cette soirée, qui était une soirée folle, tout le gratin était là. Christian, t'étais entouré de Tommy Lee, oui, Pamela Anderson, il y avait Jim oui, oui, Carrey, Denzel Washington, tout Hollywood était là, hein, et tout, oui, enfin oui. tout. Voilà. Je pense, tu les as tous croisés. Mais bien plus tard, il y a une histoire un peu plus que rocambolesque sur sur cette soirée avec de l'ordre de la rumeur un peu folle, mais il y a beaucoup de Ouais, gens qui disent, à cause de cette image, je te la montre, je sais pas si tu la ouais, vois, qui disent que peut-être qu'on a eu l'apparition d'un voyageur dans le temps qui a été capté parce que tu vois là, il y a une sorte de téléphone intelligent qui a été qu'on a ouais. vu. Et donc, il y a plein de gens qui tapent des délires sur ce combat. Et comme quoi, peut-être dans le public, il y avait un mec qui a voyagé dans le temps. Vous pouvez trouver ce délire-là sur Internet si vous avez envie de rigoler. Mais Ouais. quand tu vois les images et que tu regardes, tu dis c'est un peu perturbant. C'était quoi cet objet? Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote marrante. Voilà. Alors, c'était la soirée médiatique la plus importante. Ouais, Mais ouais. on reparle des poids lourds, on reparle de 1995, on est toujours à Las Vegas, mais quelques mois plus tard, pour quelque chose qui a été émotionnellement, je suis sûr, pour toi et Jean-Claude, énorme, c'est sûr, de toute façon ça transparaît dans vos commentaires, et là faut que tu nous en parles. C'est le troisième combat Bo Holyfield. Bon, oui. Je sais pas. J'ai une deuxième salle chez moi, enfin en bas où en fait je fais beaucoup de vidéos maintenant ici. Et cette affiche-là, elle est en bas. Effectivement, on peut pas l'avoir oubliée celle-là. Ouais. C'est du lourd de chez les lourds. C'est la belle entre les deux Américains qui vaut tous les championnats du monde parce qu'à l'époque c'est plus un championnat du monde. C'est le, C'est pas re- un championnat du monde. c'est le retour de Et la ceinture Ring Magazine. oui, 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 la sortie du Ring Magazine. Mais bon, voilà, c'est le César Palace de Las Vegas. Et puis surtout, à l'époque, je me rappelle qu'on était là-bas et il devait y avoir une réunion aussi de Don King en même temps. Je sais plus si c'était au MGM ou au Thomas and Mack Au Center, mais MGM. avec justement Mike Tyson. Et oui, contre Buster Mathis Jr. pour son Voilà, deuxième combat de rentrée, ça se fait. voilà. Et en fait, Mike Tyson va, on va dire, prétexter une blessure, Au hein, pouce, ouais, je crois, oui. un truc pour reporter le combat. Mais parce que aussi, vu la concurrence, et ben, le public de l'époque, malgré que Ouais, Tyson soit culturellement une figure ouais. écrasante, et ben, Mhm. les billets s'étaient achetés, étaient allés vers Bo Holyfield parce que pugilistiquement parlant, c'était là que ça se passait. Et donc Ouais, ouais, Don King a dit bon, on va pas tuer notre soirée, on va faire ça plus tard. Et cette soirée arrivera à Philadelphie en décembre. ouais, ouais. Le 15 décembre. quelques semaines plus Ça, je tard, crois. comme quoi, à mon avis, c'était un peu Ouais, chiqué. C'était un petit peu ouais, chiqué. ouais. Et voilà. Et, Non, mais, mais à l'époque, ils n'avaient pas vendu de place du tout. ouais. Et Don King, quand il avait organisé cette réunion-là, il pensait faire exploser la réunion de Holyfield Bowl. Ouais. Et, et franchement, bah, il avait pas réussi. Et c'est pour ça heureusement qu'ils ont déprogrammé ça. Alors quand tu parles de ce Bowl Holyfield 3, ça aussi c'est quelque chose d'énorme. Cette affiche, elle est énorme. Elle est belle, hein. Euh, Elle est belle, cette et affiche. puis
et je me souviens que on avait signé le contrat puisque Beau Holyfield, il fallait le signer avec le promoteur de Riddick Bowe, Rock parce que Newman? bon, Riddick Bowe, il a eu une histoire. Enfin, il est sorti, il était à Brooklyn. Je crois que son frère ou son demi-frère était décédé dans une bagarre. Sa sœur était dans la drogue. Enfin bon, c'était Riddick Bowe, la boxe l'a sorti. Il avait une femme sensationnelle. Et pour l'anecdote, quand on avait signé le contrat avec Canal+, c'était à l'époque Jérôme Valk qui avait signé. Il m'a dit, bah écoute, Christian, si tu veux, comme tu as l'habitude de faire du reportage, je t'ai aussi vendu un reportage. Et donc, 2 mois avant, 1 mois et demi avant, je vais là-bas en reportage avec mon équipe et on fait un reportage sur Riddick Bowe. Et Riddick Bowe, c'est pas un comment ça s'appelle au niveau de la salle d'entraînement, c'est ce qu'on lui reprochait, quoi. Il était pas toujours là. Et là, il termine sa salle d'entraînement et je lui ai dit, écoute, on va faire comment ça s'appelle, un scénario. Tu vas arriver dans une limousine, on va aller dans le désert. Et puis voilà, on va te faire arriver dans le désert, sortir de la limousine, etc. Donc, voilà, j'ai mis un scénario. Il a encore ses chaussures de boxe Pony au pied quand il marche dans le désert. Et tu te rappelles de ça? Je me rappelle de tout. Oh là 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 là. Ben, écoute, ça, c'est un de mes grands souvenirs. Et donc, on sort de la comment ça s'appelle, de la salle de boxe et le chauffeur arrive et me dit on peut pas il a fermé la porte et les clés sont à l'intérieur. Il avait fermé la porte, les clés à l'intérieur. Je te promets. Et Riddick Bowe qui était là avec son manager, on dit oh là là là. Donc la société rappelle une deuxième limousine. La limousine arrive. Je vais pour faire ressortir. Je leur dis tout est prêt, etc. Je vais faire sortir Riddick Bowe et là Riddick Bowe monte dedans et la limousine en panne. Je te promets, la limousine en panne, deuxième. Et elle met un truc de fou. Donc Riddick Bowe commence à s'énerver. Je me rappelle plus le nom de son Rock Newman, son manager. Rock Newman, comme on avait signé le contrat avec Canal, je dis écoutez, moi, mon caméraman a un pote, ils envoient une troisième limousine et là la limousine arrive. On va dans le désert et ce fameux reportage dans le désert qu'on fait, et l'objectif c'était de faire trembler le désert Las Vegas, c'était ce que je lui avais proposé et Riddick Bowe avait bien aimé. Et on arrive dans le désert et là il veut plus sortir de la limousine. Je te promets, il veut plus sortir de la limousine. Il est dans la limousine, on est là dans le désert, on attend, on a les plans, voilà, on doit sortir, comme tu dis, avec la chaussure pony, etc. Et il veut pas. Et au bout d'une demi-heure, il accepte finalement. Il pouvait être tête à claque, très gentil, mais inconstant, quoi. Ouais. Mais ça c'est un des très grands souvenirs de reportage à Las Vegas. Ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, non, c'était énorme. Dis donc. Voilà, parce que ça, tu dois ménager un champion du monde des poids lourds. Hein. Faut garder son sang-froid, faut pas avoir peur. Oui. Mais c'est ça. Et puis alors, en fait, on s'attend à une chose dans ce combat, c'est que on s'attend à la revanche. Alors quand on dit la revanche, on dit Holyfield a perdu le premier combat, c'était sa première défaite la première défaite de sa carrière. On se dit tiens, mais Riddick Bowe, il est invaincu. Et pourquoi ça va pas être la première défaite de sa carrière? Même si à l'époque il a quelques années de moins. Il a sa première défaite contre Holyfield dans la revanche de 93. Oui. C'est pour ça qu'il y a cette belle. Mais entre-temps, et tu le sais très bien parce que t'étais là et tu m'as encore fait comprendre pas mal de choses. Il y a cette soirée en 22 avril 94 où Holyfield perd de façon on comprend pas face à Michael Moorer le combat où Teddy Atlas secoue son boxeur comme jamais dans le coin, tu t'en souviens encore. Ah oui. Et quelques semaines après, on apprend qu'il a un problème au cœur. Donc pour nous, déjà à cette époque-là, et surtout je pense pour Jean-Claude, que Holyfield remonte sur le ring, c'est extrêmement dangereux. Et le combat va être fou, ce troisième combat, parce que Holyfield va avoir l'avantage, il va de façon surprenante mettre Riddick Bowe à terre au
troisième round, je sais plus à quel round, je crois que c'est au troisième, mais vers le Oui. 9e round, Rudigbo arrive à reprendre l'avantage et là va faire très mal et va finir Holyfield. Et j'entends encore dans ma mémoire gravée à jamais, j'entends encore Boutier qui dit faut l'arrêter, faut l'arrêter. Tu t'en souviens encore, Christian? Ouais. Ouais. Et Et l'arbitre à cette époque-là, c'était Joe Cortez. ouais, Joe Cortez. Et Et c'était la première fois que Holyfield était battu avant la limite. Hein. oui, c'est vrai. Ah, Et on pense, on le pense fini. la première fois, c'était la défaite contre Beau. La deuxième, voilà. Voilà. Mais c'était un combat fabuleux. Ces trois combats dans cette décennie, trois combats en 3 ans, quoi, de 92 à 95. On n'avait jamais vu ça, quoi. Ça reste une des plus intenses rivalités de l'histoire du sport. Pas de la boxe, hein, du sport. Du sport. Ouais. C'était vraiment, voilà, même si il n'avait pas pas le nom de Tyson, c'était pas Cassius Clay, c'était pas Mohamed Ali, mais c'était énorme à l'époque. Ah, sportivement, ça tient la dragée haute et c'est en discussion pour l'une des plus grandes trilogies du sport. Voilà. Ah oui, oui, c'est ce que je dis, oui. Pas de la boxe, du sport. Du sport, tout à fait. Alors, on est dans l'arène à ciel ouvert du Caesars Palace, pour ceux voilà qui nous manque, hein, parce que c'était le charme de Vegas de ces années-là. Ça ne l'est plus. On peut même plus visiter ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais dans le même lieu va se passer quelque chose qui est important pour toi aussi. On va faire un petit dossier là en aparté. On va faire un petit dossier. Oscar de la Hoya. Pourquoi? Parce que en juin, le 7 juin 96, et c'est pas un samedi, c'est en semaine, je crois, parce que j'ai eu des gros problèmes à l'école à cause de ça. Mais bon, il y a l'avènement total, médiatique, sportif, total de Oscar de la Hoya qui bat la légende mexicaine. Hein. Il y avait culturellement, c'était extrêmement fort. Ça, même si le combat était un combat un peu morné à cause de la blessure de Chavez très très tôt dans le combat. Voilà. Premier round. Mais on peut faire une petite aparté dossier d'Oscar de la Hoya. Pourquoi? Parce que toi, et là c'est simplement objectif de le dire, tu es peut-être avec Dominique Paris qui a travaillé un petit peu avec De la Hoya à cette époque, tu es le Français qui était au plus près du phénomène de la Hoya dans les années 90. Et je pense qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que le phénomène de la Hoya était aux États-Unis. Et s'il y a bien un Français qui peut nous l'expliquer, c'est toi, parce que tu étais là. Alors, explique-nous un peu. Et quand on dit ça, attends, j'ai peut-être fait une bêtise, là, je voulais remettre, de la Hoya, voilà. On voit là sur... on voit, oui, on te voit, oui. T'es avec De la Hoya. Voilà, je vais pas l'enlever, mais voilà, De la Hoya, et derrière, il y a l'Arc de Triomphe. Donc en fait, ça c'était la magie de Jean-Claude, de pouvoir avoir une super relation avec les boxeurs. Alors, on voit De la Hoya, on voit avec Tyson. Alors, on voit en fait ces images-là, etc. Il faut dire une chose, c'est que et pour les pirates, il y a très peu de gens qui ont vu ça. Très peu, parce que c'est à moi. C'était dans ma salle de gym, et ce sont pas des photos que j'ai faites, etc. C'est des photos qu'on m'a données. Et en fait, à chaque fois qu'on venait chez moi, on me demandait, mais est-ce que t'as vu un combat, etc. J'ai aucune cassette, rien du tout. J'avais aucune photo. Et en fait, par contre, avec Jean-Claude, à chaque fois qu'on allait à Las Vegas, là, on allait acheter les t-shirts. On ramenait 20, 30, 50 t-shirts pour les amis, etc. Des blousons, à tel point que même un jour, on est reparti dans un avion, on avait une trentaine de t-shirts. J'étais pas très bien, un petit peu malade. On avait fait Holyfield Holmes, et on allait faire un autre combat à New York, je crois. Et on avait laissé dans l'avion une trentaine de t-shirts, donc ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Mais voilà, quoi, c'était donc pour revenir à Oscar de la Hoya. L'histoire de la moto ensemble, l'histoire de l'invité au Gant d'Or. Quand on l'a invité au Gant d'Or, je me rappellerai toujours avec notre ami, comment il s'appelle, on va le montrer là peut-être un petit peu, là ici on va le voir. Ici voilà, on voit Marvin Hagler au Gant d'Or avec Jean-Claude. Ok.
Et donc, on s'était retrouvé avec Oscar de la Hoya et Marvin Hagler et Jean-Claude à quoi 4-5 heures du mat dans un bar à- en train de boire de l'eau. Et c'est un truc de fou. Quand vous avez vécu ça une fois avec un boxeur qui soit à la retraite, bon, comme Marvin ou comme Oscar, toutes les portes sont ouvertes. Et quand je parle de Oscar de la Hoya, je sais pas si c'est en 96 ou 97, mais un jour je suis en vacances avec ma femme, mes 2 filles, on est à Big Bear. Et non, c'est avant Trinidad ou je sais plus ça. Mais il est en train de préparer son combat. Et là, je sonne à la porte de ça. C'est entraînement réservé, fermé, etc. Et je fais dire que je suis là. Ils reviennent, ils m'ouvrent les portes et je me retrouve dans la salle avec Oscar qui est là en train de s'entraîner. Un truc qui est complètement privé. Il y a une caméra à l'époque, une caméra des Américains qui font le reportage. Et il dit Oscar, écoute, tu veux une interview? Ok, hop. Il fait venir le journaliste, la journaliste, c'était une journaliste américaine, hop, et il dit, écoute, tu lui mets une cassette et je fais une interview à Christian et tu lui donneras la cassette. Waouh! Voilà. Quand tu as fait ça, tu as tout compris. Mais ce que je voulais dire avec toi, c'est parce que vous l'avez fait venir à Paris, mais est-ce que les Français à Paris, vous en aviez conscience, mais est-ce qu'ils avaient conscience de la méga star que c'était aux États-Unis? Non, je suis pas si sûr que ça, parce que quand on parle aux gens, ils vont vous dire bon, Tyson, ok, Holyfield, puis vous leur dites de la Hoya, bon, c'est plus pour les aficionados de boxe. Mais là-bas, aux États-Unis, c'était une immense star. Et puis bon, c'était quand même, c'était un beau gamin. Ouais. Alors les filles, les groupies là à Las Vegas, t'as vu ça? T'as vu les? Non, j'ai vu, on l'a vécu. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oscar de la Hoya, quand on l'a fait et qu'on avait fait la course de moto, c'était en 94, je crois, quelque chose comme ça. Mais après, c'était impossible. Hein. Ça pouvait plus, ça passait plus. Ouais. Ouais, Non, tout non, à non. fait. Et là, effectivement, donc de la Hoya Chavez, là, pour revenir à cette nuit, c'est pareil, quoi. C'est la modernité face à l'ancien. Et effectivement, comme tu dis, voilà, il y a eu cette blessure dans la première reprise, ça a saigné, et ça s'est arrêté à la 4e reprise. Voilà, en fait, il n'y a pas eu le combat qu'on attendait. Est-ce que tu as Et fait la revanche? Est-ce que la revanche qui arrive en 98, est-ce que vous y étiez? oui, Ouais. Qui est un meilleur oui, oui, combat? oui, oui. Et on a fait pratiquement tous les combats de la Hoya. Ouais, Donc, ouais. Ouais. quand je dis pratiquement tous, voilà, il y a que dans les années 2000 où il y en a peut-être un qu'on n'a pas, ou deux, peut-être qu'on Castillero ou des choses comme ça qu'on n'a peut-être pas fait, Ouais. mais à l'époque, je crois me souvenir que c'était le chiffre 100, c'était le 100e combat professionnel de Chavez. Ouais. C'était un pur, c'était un dur, c'était tous les deux d'origine, enfin mexicain ou d'origine mexicaine pour De La Hoya. C'était le choc entre 2 générations. Ouais. Et puis que tu opposais dans la vie, hein. C'est ça. Alors là, j'ai mis une soirée que vous avez faite, j'en ai encore le souvenir, pour vous dire que vous faisiez toutes les soirées de la Hoya, pour rebondir sur tes propos, c'est vrai. De la Hoya Gonzalez oui. qui arrive après en janvier et tout ça, avec une sous-carte encore. C'était même pas un pay-per-view aux États-Unis. Denis Tapia. Et grâce à Michael Carbaral. voilà, tu vois, Costatsu, oh là là là, c'est des gros souvenirs, ça. C'est des gros souvenirs. Mais aussi, dans les journées les Media Day, comme ils appellent ça, où tu as eu l'occasion cette semaine-là de rencontrer Willy Pep. C'est une Oui. légende absolue. Willy Pep, c'est quelqu'un qui a transformé la boxe. Tu as eu l'occasion. Tu voyais les stars de l'époque, les boxeurs de l'époque, les sportifs de l'époque, mais tu as réussi aussi à croiser des légendes absolues du sport que peu de Français ont pu discuter avec. Willy Pep, je me souviens que tu as parlé aussi à Archimour. Archimour, ça c'était une interview extraordinaire. Quand on le voit, je me rappelle avec son béret, il avait les pins. Oui. Là, on a fait des interviews, on arrivait à attraper des. Ben, il y avait lui, il y avait une autre légende, l'entraîneur de Mike McCallum, Eddie Futch. C'était aussi quelqu'un d'énorme, quoi. Non, c'était
franchement, c'était l'année, enfin la décennie 90, c'était quelque chose d'hallucinant. Voilà, et ben on va continuer sur le cas Oscar et ce côté hallucinant des années 90. Parce que Oscar, voilà, il explose totalement, 96, ses victoires contre les Mexicains, qu'il enchaîne depuis 94, voilà, Ouais. Genaro Hernandez, Chavez, Gonzalez. Mais après arrive, juste après ce combat, arrive en fait, je sais pas si on l'a compris à l'époque, mais arrive un duel de Hall of Famer, un duel absolu. Quand tu vois les noms, alors le combat a été ce qu'il a été, mais ça ne se fait plus. C'est qui? Regarde, De La Hoya, Pernell Whitaker. Ah, Donovan Pernell, Sweet Pea Whitaker. On Ah ouais. on n'a pas compris que là, on mettait deux légendes face à face. Et Ah ouais, ouais. on n'a pas attendu 10 ans pour les mettre face à face. Ouais, et celui-là, il est chiant à boxer, hein. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant, ouais. Qu'est-ce qu'il est Il est chiant. chiant à boxer, le roi de l'esquive. T'as toujours l'impression qu'il fuit, mais qu'il est là, et en fait, il est là où on l'attend pas. Ouais, Mais ah non, Sweet Pea Whitaker, c'était un fabuleux boxeur aussi. voilà. Et c'est vrai qu'en fait, mais de là où il y a, voilà, quand on regarde Sweet Pea Whitaker, Chavez, il avait rencontré aussi Ike Bazooka Cuarte, Quand les mecs sont à leur prime. Fernando Vargas, Énorme combat. voilà, des grands combats. En fait, on allait à Las Vegas, on était à peine revenu qu'on repartait. Et c'est vrai que c'était ça, sensationnel. Ces années 90 dans lesquelles vous, les pirates, vous avez baigné, c'était la plus belle décennie de la boxe. Hein. Ouais. Parce que il y avait soit une soirée avec Trinidad, soit une soirée avec Chavez, soit une soirée avec Tyson, avec Holyfield, avec Lewis, avec, je sais plus, Trinidad. Chavez. Ouais, ouais. Et donc, et toi, tu as vraiment vu cette éclosion. C'est ça que la décennie t'a permis de voir l'éclosion, avec ce que tu nous dis avec l'anecdote sur De La Hoya, jusqu'à Ouais. ce qui soit, et ce mec soit énorme culturellement aux États-Unis. Alors, Ouais. on va aller sur, parce que c'est une décennie d'upset. T'as vécu Frankie Randall contre Chavez, et on va parler de l'autre upset de la décennie, la folie furieuse qui se passe au MGM. On y va tout de suite. C'est ça. C'est Mike Tyson contre Evander Holyfield. ah bah oui, oui, oui. Forcément, si on parle pas de Tyson Holyfield, avec un MGM qui explose. ah, Le MGM explose là. ah ouais, ça c'est finally, c'est ça aussi, voilà. Elles sont là. Je pense que tout ça, Holyfield, Tyson, alors il y aura la furie après, mais là, finally, pourquoi? Bah parce que c'est un combat qu'on attend depuis 5 ans en fait. On attendait Holyfield contre Mike Tyson En 91, on l'attendait déjà. en 91. Et puis juste au moment où notre ami Mike s'est fait battre à Tokyo devant quelques milliers de Japonais alors qu'il était hors de forme, il s'est fait battre à la surprise générale. Et du coup, ce combat Tyson-Holyfield n'a jamais eu lieu. On a voulu le remonter et puis après il y a eu une blessure de Mike Tyson et puis après il y a eu Desiree Washington. Ouais. Donc, lequel il a été accusé de viol et il a passé 3 ans en prison. Et donc, ce finally, Mike Tyson et Evander Holyfield, c'est en novembre, en novembre 96. Je me rappelle plus le jour exact, mais c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Et on se dit, là, est-ce que Holyfield a les épaules assez larges, même si ils sont pratiquement du même gabarit, du même poids, mais est-ce qu'il a les épaules assez larges pour enrayer la furie de Tyson? Parce qu'on se dit tout de suite que Tyson, il va lui rentrer dans l'art comme il sait faire. Et puis finalement, on s'aperçoit que dès le début du combat, c'est pas tout à fait ça. Et oui, mais déjà là, c'est une surprise. Pourquoi, Christian? Parce que on reste dans l'idée d'Holyfield, on reste sur celui qui vient perdre durement contre Riddick Bowe en 95, on en a parlé, de cet homme qui a des problèmes peut-être au cœur, qui a fait un match retour qui est vraiment pas convaincant. Je crois que c'est contre Bobby Seats, si ma mémoire est bonne. Un ancien lourd léger. Ouais, et commentateur de Showtime.
à ton exactement. époque, Oui, hein, c'était la voix. Il avait une belle voix ouais, qui ressemblait d'ailleurs un peu à Jean-Claude en anglais, sa voix. ouais. Et Avec une moustache, une grande moustache. exactement. Donc le combat est pas voilà. Et donc on se dit bon, finally, mais tout le monde dit ouais, mais ça arrive trop tard. Holyfield n'est plus le Holyfield d'antan. C'est fini, c'est plié. Et je crois que chez les bookmakers, je crois qu'on a 53 contre 1, si je me trompe pas, Ah si oui, je parle de oui. mémoire. Donc personne ne voit le truc venir. Personne ne Ouais. voit le truc venir. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'Holyfield, lui, il a des choses à régler avec Tyson depuis extrêmement longtemps, qui s'est Mhm. extrêmement bien entraîné. Et tu sais qui était son sparring partner pour faire cet upset? À Tyson, À Holyfield. je me souviens plus, non. David Tua. David Tua, oui, bien sûr. C'est David Tua. David Et Tua, il a fait une centaine de ce rounds. néo-zélandais Ouais. ou oui, oui, David Tua, oui. Et il a fait une centaine de rounds avec David Tua pour préparer Eh ce oui, combat. oui, oui. Pourquoi? Il était prêt. Et donc, Oui, il va secouer, il va bouger Tyson comme il s'attendait pas, Tyson, que s'y attendait pas. Et c'est un upset incroyable avec encore, j'ai les images. Et d'ailleurs, moi, plus tard, j'ai fait mon pèlerinage au MGM, je suis allé dans cette ouais, salle du MGM, et je dois le dire, tu vois, j'étais avec ma sœur, tu vois, et la discussion qu'on avait en pensant à vous, c'est que dans cette salle, il y a une électricité dans l'air. Il y a un truc dans cette salle, ouais. il y a un truc, et j'imagine que ça a explosé. Comment t'as vécu le truc? Ouais, oui, et puis surtout que pour beaucoup d'observateurs et pour nous aussi, on se disait ça y est, ce combat pour Holyfield, il arrive trop tard. Il arrive trop tard. Il a pas les mêmes réflexes, même si Tyson est passé 3 ans à l'ombre. Mais Tyson, c'est rapide, c'est une vitesse d'enchaînement, etc. Et le problème, c'est que Mike, il fait pas le genre de calcul et il sait que il va tout baser sur sa vitesse de bras, sur sa rapidité et commencer à rentrer dedans. Mais là, on a un Evander Holyfield qui va faire un combat tactique mais sensationnel et qui va annihiler l'entreprise de démolition de Mike Tyson. Et en fait, on se dit ce jour-là que Holyfield, il est peut-être béni des dieux, comme il a été béni par un guérisseur quand tu disais il était malade, etc., qu'il était allé voir un guérisseur, il lui avait posé les mains sur le corps, il avait senti de la chaleur, et tout d'un coup, il était reparti. En fait, on va dire, il est pragmatique, notre ami Evander Holyfield. Mais ce combat-là est dans cette 11e reprise, quoi, jusqu'au moment. Alors, il y a Tyson aussi qui, je sais plus si c'est dans la 5e ou 6e reprise, il est touché. Il est touché, il est ouvert. Et c'est là que commence l'histoire Tyson-Holyfield. C'est parce qu'il va se plaindre des coups de tête Ouais, d'Evander Holyfield. il faut en parler. Ouais. Et ces coups de tête, voilà. Tyson, il se dit, putain, mais il a jamais signé de sa vie. En fait, il sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que tout ça, c'est ce qui a entre guillemets détruit Tyson là, sur ces 2 combats, parce qu'il y a celui-là et puis il y a l'autre. Voilà, on en parle tout de suite de là. Je le mets tout de suite l'affiche. Le deuxième, alors ton sentiment, parce que Ah ouais, Holyfield Tyson 2. Alors, mais c'est toujours oui, crève-cœur d'en parler en tant que fan. Ça nous fait toujours ouais, extrêmement mal parce que c'est enfin, pour nous c'est le Waterloo de la boxe. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, ouais, ça nous ouais, fait ouais. excessivement mal. Je pense que j'avais Quand on pas, regarde, ouais, on voit il était programmé. Ça, c'est le t-shirt là que j'ai regardé. Il était programmé le 3 mai. Et en fait, il a été reschedule. Et donc, ils ont mis Challenge Continues le 28 juin. Et, euh, et c'est vrai que là, on se dit, OK, Holyfield vs Tyson 2, ça doit valoir son pesant d'or. Hein. Mais c'est un des moments les plus inimaginables qu'on ait connus avec ce combat. Quand on dit, je me rappellerai toujours, il a vendu, il a vendu, il a vendu. Et là, on n'est pas debout, mais je vois ce Tyson qui lui mord vraiment l'oreille et qui crache le morceau par terre. Et j'ai en mémoire, et ça c'est véridique, donc quand le combat est arrêté, je n'ai plus
d'attention que sur ce morceau de ce lobe d'oreille que je vois sur le ring. Et donc, je suis en train de commenter, et Jean-Claude est là, et tout d'un coup, je vois des dizaines de gens qui montent sur le ring, et j'en vois un qui, en arrivant, tape dans le bout d'oreille, et je vois le bout d'oreille qui part et qui tombe sur le côté du ring. Mais c'est un truc hallucinant. Jamais dans ma vie de commentateur de boxe, j'aurais imaginé ça. Jamais, jamais. Et puis après l'émeute qui se passe après. C'est un truc de fou, hein. Ouais, ça a été assez terrible, hein. Ça a été assez terrible pour la boxe en général, pour vous, Canal+ et votre relation avec la boxe, pour nous amateurs de boxe, parce qu'on a eu on a, vous comme nous les fans, on a dû devoir répondre à des gens qui ne connaissaient pas et qui nous envoyaient ça à la figure pour dire ah bah ouais, vous avez votre sport de sauvage et tout ça. Oui. C'était très très dur. Et combien ça fait 20 ans plus tard, quand je parle, que ce soit même ici où je suis désormais, ou n'importe, quand je dis bon, voilà, j'ai eu la chance de vivre cette décennie, de commenter, vous connaissez Tyson, ok, il faudra que je te montre quelque chose. D'accord. Attends 2 secondes. Ah, sinon on peut le faire off, comme ça j'ai l'exclusivité. Hein? Ah oui, tu vas avoir l'exclusivité dans quelques instants. Donc, je sais plus où j'en étais, mais voilà, 20 ans après, les gens, ils ont toujours ils se rappellent de cette histoire de l'oreille. Mais est-ce que tu sais, Captain, oui. Tu as vu ce spot de Tyson et Holyfield quelques années plus tard? Oui, où il frappe à la porte d'Holyfield pour lui rendre son oreille et s'excuser. C'est hallucinant, ça. Ouais. C'est hallucinant, ça. Ouais. Bref, t'as eu des légendes incroyables avec ça. Alors, notre périple de Las Vegas avec toi s'arrête là, mais on va parler maintenant un petit peu de l'aspect français, parce que tu as été là pour une très grande période de boxe en France. Une très grande période. Et tu avais envie, on s'en a un peu discuté avant de faire l'émission, tu avais envie de reparler de champions français qui t'ont marqué. Oui. Et tu voulais reparler... Attends, une seconde, la surprise arrive. Il n'y a pas de souci. On enregistre, c'est bien, on t'attend. Ah. Wow. Eh ben dis donc. Voilà. Alors, ça il faut l'avoir, hein. Ça, c'est un sculpteur français que je remercie et que j'embrasse s'il regarde l'émission, Jean-Baptiste Séclair, qui a fait ce buste de Tyson. Alors, il a une histoire, et il y en a 4 au monde. Un qui a été offert à Mike Tyson juste après sa défaite face à Lennox Lewis, c'était en 2002. 2002, ouais. C'était pas Las Vegas, c'était dans Memphis. Memphis, voilà, à Memphis. Donc, où on avait invité, comment s'appelle-t-il, Jean-Baptiste, qui nous avait fait ça. Donc, il y en a un qui a été offert à Mike Tyson, qui a été vraiment... C'est comme ça qu'on a eu des histoires, des interviews avec Mike, etc., et qui m'a donné la possibilité de faire des one-to-one avec lui. Je me souviens de ces images. Il était très ému, très touché. Je me souviens. Exactement. Et donc, du coup, il y en a un chez Jean-Baptiste, il y en a un chez Jean-Claude, et le 4e, il est là. Voilà, et ça, c'est pour vous les pirates. Ouais, magnifique. Quelle œuvre magnifique. Je vais la reposer là, ouais. Et j'arrive. Ça valait le coup de t'attendre, ça c'est clair et net. Allez, je suis là. Donc, pour l'aspect français, tu avais envie de reparler de sportifs français qui ont marqué la décennie, de cette grande décennie de sport, de boxe française, avec bien sûr Fabrice Thiauzot. Fabrice Thiauzot qui a marqué les esprits. Cette soirée à Lyon, quand il prend le titre contre McCallum, là encore, vous avez fait venir Mike McCallum, c'est quand même un Hall of Famer, c'est quand même quelqu'un qui, c'est pas n'importe qui est venu combattre Fabrice Thiauzot. Vous avez eu quand même une grande affiche chez les mi-lourds. Quelques années auparavant, il avait fait des combats extraordinaires contre James Toney. C'est un moment
C'est un grand moment pour ta carrière? Oui, oui, parce que bon, on a suivi, voilà, j'ai eu la chance de suivre Fabrice, et puis faire des reportages. Je me dis, bah, on était à Las Vegas, donc je l'ai fait courir dans le désert, etc. J'ai fait justement après, j'avais fait une interview de Mike McCallum, je me rappelle là-bas à Las Vegas avec Eddie Futch, avant le combat. Voilà, c'est des très très grands souvenirs. Fabrice, on a suivi toute sa carrière. Et ce combat-là, oui, voilà, il était bon, c'était plus le grand Mike McCallum, mais c'était le grand Fabrice Chioso. Ouais. Alors après, on pourra toujours regretter. Il a fait une superbe carrière, Fabrice, mais il le sait lui-même qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus. On l'a vu à Las Vegas. Alors voilà, ça t'a marqué. Un deuxième titre. Chioso contre Miller, Nate Miller, dans une grosse soirée boxe, dans une très très grosse soirée boxe, parce que c'était les Film Horror, oui. Les Film Horror 2. Ça, c'est un combat qui t'a marqué. Oui, oui, parce que c'est l'époque où on est franco-français, mais il faut aller s'exiler. Si tu veux être champion du monde, il faut aller gagner aux États-Unis. Voilà. Il faut aller gagner en Angleterre. Voilà, c'est à cela qu'on voit des grands champions. Voilà. Et à l'époque, ben on a des Boudouani, on a Railou, Khalid Railou, sensationnel, qui avait battu donc en 97, comment ça s'appelle, Randall. Et là, Fabrice, il va pour décrocher un deuxième titre dans une deuxième catégorie. Personne l'avait fait. Et donc, après les mi-lourds, il devient champion du monde des lourds légers. Et à la fin, avec un combat dur, vraiment très très dur. Et c'est là qu'on se dit, voilà, c'est ce genre de combat qui doit marquer ta carrière et qui doit te lancer aussi au niveau international. Et puisque il est là dans les mains à moitié de Don King, etc. Et puis après, et on se perd. Mais effectivement, les boxeurs français de ces années 90, les Railou, les Mendy, les Lorcy, un petit peu plus tard Bruno Girard, etc. Enfin voilà, on avait vraiment Boudouani, on avait une superbe collection de bons boxeurs français qui nous ont fait vibrer au même niveau que les grands combats américains, mais quand c'était en France, c'était absolument fabuleux, quoi. Ils sont des grands champions qui m'ont marqué, quoi. Moi, j'ai envie sur une des dernières grandes, on monte dans la décennie, on est en 98, et on parle de Laurent Boudouani. Pour moi, une soirée boxe, pugistiquement parlant, extraordinaire. J'ai compris beaucoup de choses grâce à Laurent Boudouani aussi dans ce combat, contre Guillermo Jones, un mec impossible à boxer parce que 20 cm de plus. Voilà. Et ça a été une soirée importante pour moi parce que j'ai compris, pugistiquement parlant, c'est une science. On parle de sweet science. Et là, on en avait, et Boudouani était quand même un excellentissime boxeur. Ce combat est magnifique à regarder, véritablement magnifique. Boudouani arrive, finalement, plus le combat avance, plus Boudouani arrive à faire rapetisser cette montagne Guillermo Jones. Et vous êtes allé, alors là, fallait vraiment faire un voyage à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour ce combat. Alors ça, c'est quand même, comme on dit au Québec, inusité. Tu peux nous raconter ça? Ah, mais c'était Albuquerque au Mexique. On se retrouve dans des vieux ranchs. Je me rappelle qu'on était allé un peu visiter aussi là-bas la Pampa. On était même allé avec Laurent, histoire de le faire sortir un petit peu de sa retraite, si tu veux. Et c'est vrai que ça fait partie aussi d'autres. C'est pas Las Vegas, c'est pas la même chose, mais là, Laurent, voilà, avait fait le combat qu'il fallait. Bon, il avait battu Vasquez. C'était le grand Laurent Boudouani, quoi, et un boxeur mais talentueux, technique, et se débarrasser d'une pieuvre comme Guillermo Jones. Franchement, c'était un exploit. Mais on l'avait revu, Laurent, à Las Vegas aussi. Il avait combattu à Las Vegas. Contre Carl Daniels, notamment. Comment ? Contre Carl Daniels, notamment. Oui. Ouais. Et là, quand tu disais, là, j'avais du mal à commenter. Je m'en souviens parce que juste devant moi, et je sais pas pourquoi c'était juste devant moi, mais il y avait Demi Moore et Bruce Willis.
Et c'est difficile de commenter quand t'as Demi Moore qui est juste en face de toi, Ouais, c'est difficile, très difficile. Je suis d'accord avec toi. Elle était encore dans sa période cheveux courts ou cheveux longs? Ah, elle était, non, ouais, cheveux longs, cheveux Cheveux longs, longs. ouais, c'est là où elle est le top. Elle est au top, Ouais, cheveux longs. ouais. Non, Ouais, mais quand tu je disais tout à suis l'heure, gros fan on de Demi était Moore, à Las brune, cheveux Vegas au longs. milieu des Spike Lee, des Ouais, Leonardo DiCaprio, etc. Voilà, c'était des trucs fantastiques, quoi. ouais, ouais, bah, Voilà, ces années Las Vegas, quoi. il y avait justement, ce qui était bien aussi dans vos soirées box, toi et Jean-Claude, et grâce aussi à Don King et tous les autres, c'est que on découvrait. C'est-à-dire, à chaque fois, vous nous faisiez découvrir quelqu'un. Et cette soirée-là est importante pour moi parce que tu m'as fait découvrir un boxeur qui est devenu hyper important dans ma passion, c'est Johnny Tapia. Ah, Johnny Tapia, oui. Ouais, Johnny Tapia, qui a une Plus cher histoire, le petit Johnny Tapia, mais ouais, ouais, non, mais qui est c'est vrai un, que on n'a pas beaucoup trop parlé des petites catégories, oui, mais voilà, dans les Michael Carvajal, ouais, Johnny Tapia, Constantin Stiu, voilà, tous ces boxeurs étaient fabuleux. Tous avec des histoires différentes les unes des autres, mais ouais. alors après quand on revient sur ces petites catégories, on se dit bon, un petit peu au-dessus, on a avec nous Julien Lorcy, Bobo, qui nous a fait vibrer, voilà. Après des boxeurs, alors on pourrait y rester effectivement des heures. Puisque tu parlais de français, il y a quelque chose que je veux vraiment faire partager avec tous les pirates, c'est que on a essayé nous à notre petit niveau en France, notamment quand on a fait les grandes soirées de Percy, d'essayer de soigner nos entrées, de faire et je crois que la plus belle entrée de boxe qu'on ait jamais vue En France, dans le monde, dans dans le le monde. monde, Ok. dans le monde, Je sais ce que tu vas c'est dire. Je sais ce que tu vas dire. Je peux le dire? c'est Khalid Raïlou vas-y. contre Jean-Baptiste Mendy qui rentrent ensemble. Khalid Railou et Jean-Baptiste Mendy, c'est la plus belle entrée jamais vue. C'était quelque chose de. On Émotionnellement avait fort. 21 février 98, je me rappellerai toute ma vie. On avait monté ça avec mon pote Olivier Cocatrix qui m'a suivi à la boxe pendant des années avec Jean-Claude. On se disait il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il a fallu. Ça nous a pas mis beaucoup de temps à décider les deux boxeurs. Quand on leur a suggéré, ils ont trouvé l'idée géniale, super. C'est Et pas ils étaient facile, hein. là. C'est pas simple. Parce Rentrer sur le ring. ils étaient là pour se faire plaisir. Et pour faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Des entrées, on en a vu. Prince Nassim Ahmed, c'est le roi des entrées. Quand il était à Atlantic City et qu'il est rentré sur Thriller et qu'il boxe là cette tête de mort, tout le monde s'en souvient. Ça, il a mis 3 minutes 50 pour rentrer. Mais là, voilà, ça, nos Français, ils nous ont fait vibrer en France dans cette année, dans cette décennie 90. Tout à fait, tout à fait. Alors, dernière question, est-ce que tu seras d'accord avec moi? On parlait des combats qui ne sont pas arrivés dans cette décennie. Tu sais, Oui. notamment Beau contre Lewis, qui aurait été... et ça sera un regret éternel. N'as-tu pas, Bah, parce que ce ouais, combat était prévu, et je pense qu'il a même été signé par Bob Arum, mais ouais. n'as-tu pas aussi ce sentiment de regret éternel de savoir qu'en 97, pour fin 97, était prévu Oscar de la Hoya contre Costa Tsu? Oui, 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 mais Oscar de la Hoya Costatio, malheureusement au niveau pugilistique c'est beau, mais au niveau Médiatique. des bookmakers et puis du box office, c'est pas la même chose. Ouais, ouais, Costatio, ouais, bien on sûr. l'a on l'a découvert là-bas. J'ai vu j'ai fait son premier championnat du monde quand il est devenu champion du monde Contre relativement Jack assez tôt Rodriguez. dans sa carrière. Au bout de quelques combats, je crois me souvenir. Contre Jack Et Rodriguez en 95 au MGM. ouais, oui, c'est ça. Hein. Et mais Oscar, c'était Oscar Trinidad, Ouais. Oscar Corte, Oscar Vargas, c'est ce qu'on a dit. Donc effectivement, s'il y a un combat, voilà, c'est vraiment, oui, c'est Beau Lewis. Beau Lewis. Ça, c'est vrai que c'est le combat qu'on aurait aimé avoir. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, la plupart, on les a eus. Voilà. Alors, Christian, bah écoute, on te remercie énormément. Franchement, c'était un moment extraordinaire. Merci d'avoir partagé toutes ces anecdotes et tous ces souvenirs avec nous. C'est juste, c'est un cadeau de Noël après l'heure ou avant l'heure. Je ne sais pas, mais vraiment, Ouais. tu nous as fait le plus beau cadeau possible qui soit. Christian, on te souhaite le meilleur. Peut-être dans le futur
peut-être tu peux revenir si tu as envie de rediscuter boxe avec nous sur cette page. Oui, Tu seras toujours franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Tu hésites pas, Captain, quand tu as envie de voir. Il y a des anecdotes, il y en a ouais, je vois ça. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que durant cette émission, on était nous avec le Captain, on était avec vous les pirates, et on était avec Jean-Claude. Oui, tout à fait. Jean-Claude, c'est quelqu'un d'énorme qui nous a quittés cette année et à chaque fois que j'en parle, bon, je te sens ému, je te sens ému. De la émotion, mais voilà, sans lui, la boxe n'aurait jamais été ce qu'elle est sur Canal+. Sans lui, j'aurais jamais fait et vécu ces moments-là, eu cette carrière. Ouais. Et voilà. Mais cette émission, c'est pour lui aussi. On lui dédie sans problème. Et ce que je disais, malheureusement, quand il nous a quittés, parce que j'en avais parlé, c'est que Jean-Claude, il est peut-être plus avec nous, mais il disparaîtra jamais, parce qu'il sera toujours là, Jean-Claude. Sa voix inégalable, sa voix rocailleuse, elle sera toujours dans l'esprit des pirates. Dans l'esprit des pirates, elle sera toujours là. Moi, j'aurai toujours sa voix. Ah, elle est super, cette photo. Elle est super. Elle est super. Alors, Jean-Claude, il est là et on le remercie parce qu'il nous écoute. Bien sûr qu'il nous écoute, Jean-Claude. On le remercie parce qu'on est plein de pirates. Vous nous avez fait, je le répète, vous nous avez fait vibrer. Voilà. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Merci, Christian. Merci d'avoir été avec nous. Franchement, tu reviens quand tu veux. Et les pirates, portez-vous bien. On se revoit bientôt. Salut à tous.